Bienvenue à tous sur Monsieur Mystère, l'histoire d'horreur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous raconte cette histoire terrifiante et vraie sur Halloween en Appalaches. Préparez-vous, car dans ces collines, Halloween n'est pas une fête, c'est un avertissement. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, likez, partagez. Merci à tous. Maintenant, commençons. Histoire 1. La veillée aux lanternes. Mon cousin Rowan me harcelait depuis début octobre pour que je vienne à Dunlow Creek pour Halloween. Il parlait d'une vieille tradition qu'il ressuscitait, la veille aux lanternes. Un mélange entre une fête de quartier et un rituel de montagne, bougies, déguisements, feux de joie, et une obsession pour rester près de la lumière. Il refusait d'en dire plus au téléphone. Tu verras. Ici, c'est différent. Je n'avais pas revu Rowan depuis l'enterrement de son père, l'année précédente. Une partie de moi estimait lui devoir cette visite. Et puis, je n'avais rien de prévu pour Halloween. Alors j'ai jeté un sac dans ma Subaru, enfilé un sweat à capuche, attrapé un paquet de clopes, et pris la route depuis Richmond. Dunlow Creek, c'est le genre d'endroit qui n'apparaît sur aucune carte. La dernière demi-heure de trajet n'était qu'un enchevêtrement de gravier non balisé, de virages serrés, et de panneaux si délavés qu'on ne savait plus s'ils disaient « défense d'entrée » ou « faites demi-tour ». Le réseau avait disparu bien avant d'arriver. Je suis arrivé juste avant le coucher du soleil. L'air était froid, sec, de cette façon brutale qu'on ne trouve qu'en montagne. La maison de Rowan se trouvait au bout d'un vallon étroit, enfoui sous des arbres épais. Une demi-douzaine de maisons en tout, espacées, affaissées contre la colline, avec des porches penchés et des volutes de fumée de bois s'élevant entre les branches nues. Et puis, les lanternes. Pas ces trucs en plastique achetés en magasin. De vraies lanternes en verre, chacune abritant une bougie vacillante, diffusant une lueur jaune pâle. Les gens les accrochaient encore quand je me suis garé, poteaux de clôture, rampes de porche, rebords de fenêtres. Chaque maison en avait au moins 3 ou 4. Un type en face en avait près d'une douzaine, disposés en cercle autour de sa propriété comme une barrière. Rowan est sorti alors que je me garais. Il portait une chemise à carreaux qui ne lui ressemblait pas, les manches retroussées, un grand sourire comme si je revenais de l'étranger. Il m'a tapé dans le dos et m'a fait entrer comme si j'appartenais à cet endroit. Sa maison était simple, un étage, un peu d'air qui passait, mais propre. Un canapé-lit, une marmite de chili sur le feu, quelques photos de ses parents accrochées au frigo avec des aimants. J'ai posé mes affaires dans un coin, ouvert une bière, et il s'est remis à parler des lanternes. Tu verras, a-t-il répété en arpentant la pièce comme s'il ne pouvait pas tenir en place. Après la tombée de la nuit, reste près des lumières. Peu importe où tu vas. Reste là où c'est éclairé. J'ai ri. Je pensais qu'il dramatisait. Il n'a même pas sourcillé. Juste ce regard las, comme s'il n'avait plus la force d'en discuter. Juste avant que le soleil ne disparaisse derrière la crête, on a frappé à la porte. Une fillette, 11 ou 12 ans, se tenait là avec une caisse remplie de petites bougies dans des pots en verre. Elle en a donné quelques à Rowan sans un mot. Il a remercié comme si c'était normal, en a posé une sur le perron, une autre à la fenêtre. Puis elle m'a regardé. « Garde la tienne allumée jusqu'au matin », a-t-elle dit. Si elle s'éteint trop tôt, quelque chose pourrait entrer. Elle est partie sans attendre de réponse. J'ai jeté un coup d'œil à Rowan, attendant la chute. Il a juste allumé les bougies et fermé la porte. Quand la nuit est tombée, toute la route brillait. Une lueur jaune pâle soulignait les bords comme des feux de piste. Quelques enfants déguisés erraient silencieusement entre les maisons, mais pas de sonnette ni des bonbons ou un sort, criaient à tue-tête. Juste des chuchotements, des pas feutrés, et des rafales de vent occasionnelles. Rowan s'est endormi tôt. On avait mangé, fini la moitié du chili, et il avait descendu la plupart d'une bouteille de bourbon avant de s'effondrer sur le canapé, la télé toujours allumée en sourdine. Moi, je ne pouvais pas dormir. Trop de caféine du trajet. Et cette sensation étrange, pas fatigué, mais tendu, comme si mon corps refusait de lâcher prise. Vers 22h30, je suis sorti fumer. L'air avait ce tranchant cassant, assez froid pour que le bout du nez picote. La bougie sur le porche brûlait encore, stable, mais quelque chose clochait. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite, mais après un moment, j'ai réalisé que tout était silencieux. Pas d'insectes. Pas de bruissement.
Même les arbres au-delà de la dernière maison avaient cessé de bouger. Puis j'ai entendu le gravier crisser. Des pas. Pas rapides, mais lourds. Délibérés. Je me suis penché pour regarder au bout de la route. Quelqu'un marchait seul. Pas de lampe torche. Pas de déguisement. Juste cette démarche traînante, déséquilibrée, et un manteau trop léger pour la température. Il ne semblait pas ivre, mais ses mouvements étaient bizarres. Comme si ses membres ne suivaient pas le même rythme. Je me suis approché, mon téléphone allumé. Et, ai-je lancé? Ça va? Pas de réaction. J'ai avancé d'une vingtaine de pas. Puis je l'ai vu. La dernière lanterne. Au-delà, plus aucune lumière. Juste des arbres noirs et la courbe de la route. Et là, à la limite exacte où la clarté s'éteignait, une autre silhouette se tenait immobile, observant. Maintenant, ils étaient deux. Un qui avançait vers moi, l'autre attendant dans l'ombre. Je n'aimais pas la façon dont le premier continuait tout droit, sans se diriger vers une maison, sans regarder autour de lui, comme verrouillé sur ce chemin silencieux qui s'arrêtait là où la lumière finissait. Et quand il a franchi cette ligne, là où les lanternes s'arrêtaient, ils se sont tous les deux immobilisés. Puis ils m'ont regardé. Juste debout. Sans bouger. Celui de devant a penché la tête. Ça a suffi. J'ai fait demi-tour et j'ai couru. À fond. Sans me retourner. J'ai failli m'étaler sur le gravier, le cœur battant à m'en étouffer. J'ai bondi sur le perron, claqué la porte si fort que les vitres ont tremblé. Rowan s'est redressé comme si on avait tiré un coup de feu. « Tu es allé au-delà des lanternes ?» a-t-il demandé. Je n'ai même pas pu répondre. Juste hoché la tête, plié en deux, essayant de reprendre mon souffle. Il a couru vers la porte, jeté un coup d'œil dehors, puis traîné le canapé devant l'entrée avant de s'accroupir derrière. « Ne parle pas » a-t-il chuchoté. « Ne bouge pas. » Je me suis assis. Chaque muscle bloqué. Une minute plus tard, le porche a grincé. Des pas lents. Un. Puis un autre. La bougie sur le perron a vacillé, puis s'est éteinte. Rowan a marmonné quelque chose entre ses dents. Sans bouger. Sans cligner des yeux. Puis la poignée de porte a tourné. Un cliquetis doux. Une fois. Puis une autre. Puis le silence. On est resté là, figé, pendant ce qui a semblé des heures. Finalement, le vent s'est remis à souffler. Quelque part dehors, un chien a aboyé. Les criquets sont revenus. Comme si le monde avait basculé d'un interrupteur. Rowan a allumé une autre bougie. L'a posée près de la porte. Il ne passe pas la lumière, a-t-il murmuré, presque inaudible. Je lui ai demandé ce que c'était. Il a secoué la tête. Pas des gens. Plus maintenant. Quelque chose revient chaque année. C'est pour ça qu'on les allume. Toutes les maisons. Tous ensemble. Tu franchis la limite, tu es vulnérable. Je n'ai pas dormi. Juste resté assis jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse. Histoire 2. Le cadeau de la maison au bout du chemin. Brier me harcelait depuis des semaines pour que je quitte la ville. Tu as l'air d'oublier comment respirer, disait-elle. Son idée de réinitialisation? Aller chez sa mère, dans les bois de l'est du Kentucky, où il y a plus de cercle d'humains et où ton téléphone meurt d'ennui avant même la moitié du trajet. J'ai cédé la semaine avant Halloween. Elle m'a appelé depuis le parking du Walmart, en train d'acheter des risées et de la bière bon marché, allez, juste pour le week-end. J'ai fourré un sac dans la voiture, fait le plein de café de station-service, et roulé 5 heures vers l'est, dans les collines, à travers des villes où les magasins condamnés dépassaient largement ceux encore ouverts. Quand j'ai atteint Ash Creek Road, même la radio a abandonné. La maison de tante Mara se trouvait au bout d'un chemin de terre sinueux qui semblait prêt à s'effondrer depuis des décennies. Les arbres se penchaient si près qu'ils raclaient les rétroviseurs, et j'ai dû ralentir plus d'une fois pour laisser un opossum ou un chien à l'air misérable traverser. Je n'y étais pas revenu depuis l'enterrement de l'oncle Roy, 13 ans plus tôt. Je me souvenais de l'endroit comme rustique, mais le temps ne lui avait pas fait de cadeau. Les maisons le long de la route s'enfonçaient dans les collines. Des camions rouillaient jusqu'à la carcasse. Des clôtures pourries en lambeaux. Pourtant, Brier m'a accueilli sur le porche avec ce même grand sourire qu'elle avait quand elle préparait un coup fourré.
Après le dîner au chili, pain de maïs, vin bu dans des bocaux maçonnes, Brié m'a annoncé qu'on allait faire la tournée des bonbons. T'es sérieuse? Ai-je rétorqué, pensant à une blague. Ouais, je suis sérieuse, a-t-elle répondu, déjà en train d'enfiler ses bottes. Les gens le font encore par ici. C'est bizarre, mais marrant. J'ai cligné des yeux. T'as 32 ans. Elle m'a balancé un oreiller à la figure. Et alors? Tu crois qu'on est trop vieux pour les bonbons? J'aurais dû insister. Mais elle avait cette lueur obstinée dans les yeux, la même qu'avant de sauter du pont de Miller en 4e, alors que la glace bordait encore l'eau. On est parti vers 18h, alors que le soleil plongeait derrière la crête. Le ciel s'est assombri vite, et les ombres se sont étirées, nettes et tranchantes, sur le gravier. La plupart des maisons étaient noires. Pas de lumière, pas de mouvement. Juste quelques marches de porche menant au néant. Mais certaines fenêtres brillaient encore, vieilles lampes à huile ou bougies logées dans des citrouilles sculptées. Les gens qui ont répondu à la porte étaient surtout âgés. Ils avaient l'air surpris de nous voir, mais contents. Une femme nous a appelés, jeune fille, et a fourré du fudge-mou dans nos mains comme si elle attendait ça depuis un an. Un homme en chemise à carreaux nous a donné des pommes d'amour grosses comme des pamplemousses. On a même eu ce qui ressemblait à des caramels maison, enveloppés dans du papier ciré qui collait. C'était étrange, mais familier. Comme ces vieilles choses qui te rappellent quelque chose sans que tu saches quoi. Après une demi-douzaine de maisons, le chemin de gravier s'est rétréci en un sentier de terre. Juste une voie à peine assez large pour un tracteur. J'ai cru que c'était notre signal pour rebrousser chemin. Mais Brié s'est arrêté et a pointé une lumière faible plus loin. Celle-là est la meilleure, a-t-elle dit. Il donne toujours quelque chose de bizarre. Qui ça? Ai-je demandé. Elle a juste secoué la tête. Tu verras. Il faisait plus froid là-haut. Pas de façon dramatique, juste assez pour le remarquer. Comme si les arbres avalaient le son et la chaleur plus on avançait. L'odeur a changé aussi. Plus terreuse. Plus âcre. Une senteur de créosote et de vieux fer. Comme marcher sous un pont de chemin de fer. La lumière devant nous vacillait, pas comme une lampe de Porsche, mais comme un feu derrière une vitre sale. En tournant au coin, la maison est apparue. Elle était haute, mais affaissée. 2 étages qui semblaient se soutenir mutuellement pour ne pas s'écrouler. Le porche penchait vers l'avant, le toit s'affaissait au milieu. Pas de décoration. Pas de citrouille ou de squelette. Juste une lanterne accrochée de travers au-dessus des marches. Et en dessous se tenait un homme dans un long manteau de laine sombre, boutonné jusqu'au cou. Il ne nous a pas fait signe. Pas souri. Juste resté là, à nous fixer, comme s'il attendait un verdict. Brié m'a poussé du coude. Toi d'abord. Je lui ai lancé un regard. C'est toi qui m'as traîné ici. Elle a souri, mais ses yeux étaient sérieux. Alors j'ai avancé. J'ai levé mon oreiller, plus par habitude que par conviction, et j'ai dit, des bonbons ou un sort. L'homme m'a dévisagé quelques secondes de trop. Puis, sans un mot, il a tourné les talons, fait un pas à l'intérieur, et est revenu en tenant une longue boîte étroite. Elle était poussiéreuse, en bois sombre, comme un coffret où l'on rangerait une vieille bouteille. Il me l'a tendue. Je ne l'ai pas prise tout de suite. C'est le cadeau, a murmuré Brié derrière moi. Alors je l'ai attrapée. Elle était plus lourde que prévu, et le couvercle a glissé légèrement quand je l'ai bougé. À l'intérieur, j'ai entrevu quelque chose de sombre, peut-être bleu, soigneusement plié. Merci, ai-je marmonné. Mais l'homme avait déjà disparu. La porte s'était refermée derrière lui comme s'il n'avait jamais été là. Brié a fait demi-tour sans un mot et a commencé à marcher vers la maison. C'était pas une blague, hein? C'était cool. Attends, ai-je crié derrière elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle n'a pas répondu. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une bande de tissu épais, bleu marine ou noir, brodé de minuscules points blancs comme des étoiles aux pas imprimées, cousus à la main, avec soin, presque avec amour. Ça avait l'air d'avoir été manipulé 1000 fois. C'était chaud au toucher. En dessous, il y avait une mèche de cheveux noués avec de la ficelle. Des cheveux humains. J'ai arrêté de marcher. Putain, Brié, c'est QOICCDIA. Elle ne s'est pas arrêtée. Remets-le et ne parle pas avant qu'on soit rentré. Il n'y avait pas de place pour la discussion dans sa voix.
On a marché le reste du chemin en silence. De retour à la maison, Brie a pris la boîte et l'a fourrée sous son lit, comme si elle ne supportait pas de la regarder. « Oublie ça », a-t-elle dit. Mais je n'ai pas pu. Cette nuit-là, je me suis retourné dans mon lit, repassant tout dans ma tête. Vers 1h du matin, je me suis levé pour boire un verre. Le couloir était noir, ce genre de noir qui avale ton sens de l'orientation. En passant devant le salon, j'ai remarqué une lumière qui vacillait. J'ai cru que quelqu'un avait laissé la lampe allumée. Mais en regardant, l'ancienne télé, celle qui n'avait pas marché depuis plus de 10 ans, était allumée. Un grésillement sourd, faible mais régulier. L'écran crépitait. Puis, pendant une seconde, il est passé au noir, et dans le reflet, j'ai vu mon visage, et derrière moi, quelque chose d'autre. Je me suis retourné vite. Le couloir était vide. Silencieux. J'ai verrouillé la porte de la chambre d'amis et je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, j'ai tout raconté à Brie. « Tu l'as ouverte ?» a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Elle n'a pas cligné des yeux. Ce n'était pas un cadeau. C'était un échange. Tu as pris quelque chose, alors maintenant, ça te connaît. J'ai attendu qu'elle éclate de rire. Qu'elle me dise qu'elle me faisait marcher. Mais son visage n'a pas bougé. Elle m'a expliqué que les gens laissaient parfois des objets comme ça dans les vallées ou des choses liées à des souvenirs, à des personnes, à des lieux qu'ils ne voulaient plus. L'idée était de les emballer joliment, de les donner, et d'espérer que ce qui venait avec reste parti. Cet homme, a-t-elle dit, il est mort depuis 40 ans. On est parti avant midi. Je me suis dit que c'était une blague. Une version campagnarde d'Halloween. Ça avait plus de sens que l'alternative. Mais 2 nuits plus tard, en rentrant du travail, j'ai trouvé ma porte grande ouverte. Rien n'avait été volé. Rien n'avait été touché. Sauf que sur mon lit, parfaitement étalé, se trouvait cette même bande de tissu brodé d'étoiles. Je ne suis pas entré. J'ai marché 3 blocs jusqu'à un hôtel et j'y suis resté toute la semaine. Histoire 3. La cabane dans les bois. Ma cousine Rie avait vécu toute sa vie à Alteridge, ce qui, soyons honnêtes, ne la rendait que légèrement moins bizarre que les autres habitants de cet endroit. C'est l'un de ces villages perdus dans les plis des montagnes Blue Rock, techniquement une partie des Appalaches, mais encore plus oublié que le reste. Ce n'était même pas censé exister. Rie avait juste un peu d'audace cette année-là. Peut-être de l'ennui. Elle m'a envoyé un message fin octobre, viens pour Halloween. Profitons-en pour une fois. C'est littéralement ce qu'elle a écrit. Pas de ponctuation. Et c'est tout Rie. Audacieuse, décontractée, elle ne réfléchit pas trop. Surtout quand il s'agit des superstitions locales. Voici le truc, cette ville fête Halloween de manière étrange. Chaque année, ils installent les décorations habituelles aux citrouilles, lumières oranges, bottes de foin sur les porches. Mais personne ne fait la tournée des bonbons. Personne ne marche dans les rues après la tombée de la nuit, pas même les ados en quête d'ennui. Tout se passe dans la salle des fêtes près de l'église Saint-Elma. Ils y organisent des marmites de chili, un peu de musique légère, un concours de costumes paresseux si quelqu'un se sent festif. Mais ça se termine toujours avant 22h. Les gens rentrent tôt et verrouillent leurs portes. Personne ne dit pourquoi, pas directement. Ils appellent ça une tradition. Et comme la plupart des traditions dans des endroits comme celui-ci, c'est juste une couverture pour la peur. Rie n'a jamais cru à tout ça. Elle pensait que c'était de la paranoïa de petite ville, maintenue par des histoires de fantômes et une mentalité de troupeau. Cette ville a peur de sa propre ombre, m'a-t-elle dit un jour. On dirait que les collines grouillent de croque-mitaines à les entendre parler. Alors cette fois, elle voulait faire quelque chose de différent. Quelque chose de rebelle, je suppose. Son plan ? Organiser une sorte d'anti-Halloween dans l'ancienne cabane de notre famille. Celle qui se trouve juste à l'extérieur de la ville, assez profondément dans les bois pour que le réseau tombe à mi-chemin de la piste. L'endroit n'avait pas été utilisé depuis des années. Pas depuis que notre oncle est mort. Personne ne l'avait nettoyé, mais personne ne l'avait vandalisé non plus. Elle était juste restée figée dans le temps. Elle a dit que ce serait simple, des boissons, de la musique, un petit feu, juste nous. Pas de ville, pas de règles, pas de superstitions rampantes. J'ai amené 2 amis de Knoxville, Mason et Chelsea.
Ri les avait rencontrés une fois lors d'un voyage d'été. Mason est le genre de gars qui semble toujours prêt à allumer un feu ou à se disputer sur des groupes de rock des années 90. Chelsea était plus calme, toujours en train d'observer la pièce, mais drôle d'une manière sèche et discrète. Des gens bien pour une nuit comme celle-ci. On est arrivé à la cabane juste avant le crépuscule. Je me souviens du bruit que la voiture a fait en quittant le chemin de gravier. Un genre de craquement final. Comme si, une fois les pneus sortis de la route, on n'appartenait plus tout à fait au monde ordinaire. La cabane n'avait pas beaucoup changé. Toujours les mêmes rondins rugueux, la cheminée en pierre, ce toit en tôle avec une bosse permanente. Pas d'électricité, pas de plomberie. Ri était arrivée plus tôt et avait allumé un feu dans le poêle. Elle avait disposé de vieilles lanternes à huile autour de la pièce, projetant de grandes auréoles de lumière douce sur les murs. Elle avait apporté une glacière remplie de bière et de snacks, et avait branché une enceinte Bluetooth sur une batterie externe. Ça avait l'air d'être le genre de nuit dont on se souviendrait pour son côté détendu et peut-être un peu chaotique, comme le sont toujours les voyages en camping. Au début, c'était exactement ça. On a bu, rigolé, joué de la musique beaucoup trop fort. Ri a essayé de nous faire danser à un moment, ce qui a abouti à ce que Mason trébuche sur un banc en rondin et renverse sa bière dans le tas de bois. On a tous ri de ça pendant beaucoup trop longtemps. Il était plus de 20 heures quand Mason est sorti pisser. Il est revenu avec une drôle d'expression. Un peu silencieux. Un peu bizarre. Il y a quelqu'un qui traîne près du ruisseau, a-t-il dit. On dirait qu'il porte un déguisement. Ri n'a même pas levé les yeux. C'est Halloween. C'est probablement juste des gamins de la ville qui font les cons. On a tous hoché la tête. Mason a haussé les épaules comme s'il avait peut-être imaginé ça. On a même plaisanté à l'idée de crier une invitation pour qu'il monte nous rejoindre. On l'aurait probablement fait si on n'avait pas déjà atteint ce stade d'ivresse molle et somnolente où tout semble à peine drôle. Mais Mason continuait à jeter des coups d'œil vers la fenêtre comme s'il attendait quelque chose. Je lui ai demandé discrètement ce qu'il avait vu exactement. Il a dit qu'il s'était arrêté. Juste debout là, à regarder vers ici. Après ça, l'ambiance a changé. Pas de manière dramatique, mais les choses sont devenues plus calmes. On n'a plus mis de musique. Le feu a crépité un peu plus fort. J'ai commencé à remarquer à quel point il faisait noir à l'extérieur de la lueur des lanternes. Vers 22 heures, le vent s'est levé un peu. Chelsea a commencé à s'envelopper dans une couverture et Ri a décidé d'aller chercher plus de bois près du tas juste à côté du porche. Elle n'est pas revenue tout de suite. J'ai attendu une minute, puis une autre. Quand je me suis levé et que j'ai ouvert la porte, elle était juste là, debout, toujours en train de regarder. Il y en a plus maintenant, a-t-elle dit. Sa voix était basse. 4, juste debout là. Je me suis placé à côté d'elle et j'ai scruté les bois. Au début, je n'ai rien vu, juste des arbres et des broussailles, comme d'habitude. Mais puis les nuages se sont écartés de la lune et ça s'est éclairci pendant une seconde, juste assez pour apercevoir un mouvement dans la clairière en bas. Des silhouettes. 4. Elle ne bougeait pas. Elle ne faisait rien, juste debout près du coude du ruisseau, espacée de la largeur des épaules, parfaitement alignée, observant. Elle portait des masques. Pas des masques d'Halloween. Pas ceux qu'on achète en magasin. Cela ressemblait à du papier blanc ou peut-être à de vieux plâtres, des visages vides avec des orbites sombres et une fente là où aurait dû être la bouche. Leurs vêtements n'étaient que de vieilles vestes, des pantalons amples, le genre de truc qu'on trouverait dans un bac de Goodwill. Rien de stylisé. Rien de ludique. Juste des gens debout là. J'ai dit qu'on devrait rentrer, verrouiller la porte, tout éteindre. Ri n'a pas bougé tout de suite. C'est probablement le gamin Asquin, a-t-elle marmonné, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. Ils font toujours des conneries comme ça. Mais même en le disant, je pouvais voir qu'elle n'y croyait pas. Elle est rentrée. On a coupé la musique. Le feu et le poêle brillaient assez pour qu'on se voie, mais pas beaucoup plus. Personne n'a dit un mot pendant un moment. On est juste resté assis là, à attendre, à écouter. Puis le bruit est venu. Un seul grincement. Pas de l'extérieur. De la pièce du fond. C'était faible, mais inconfondable, comme le craquement d'une planche de parquet sous un poids. Ça n'avait aucun sens. La porte d'entrée n'avait pas été ouverte. La seule entrée était toujours verrouillée. Personne n'aurait pu entrer.
Ri s'est levé d'un bond et a attrapé le tisonnier de la cheminée. J'ai pris la lanterne et me suis dirigé vers l'arrière. La pièce était froide. Elle l'était toujours. Juste de vieilles couvertures, un miroir déformé et le cadre rouillé d'un lit. Rien ne semblait déplacé jusqu'à ce que je voie le miroir. Il était embué, comme si quelqu'un venait de se tenir devant, respirant. Je me suis approché de la fenêtre, toujours verrouillée. Pas de fissure. Pas de brise. Juste le silence. Puis Chelsea a hurlé. J'ai couru en arrière. Elle se tenait près de la porte, la main sur la bouche. L'un d'eux était sur le porche maintenant. Tout près. Juste contre la vitre. Même masque vide, mais celui-ci avait des lignes rouges en travers de la bouche. Pas des lignes nettes. Rugueuses. Déchiquetées. Ça avait l'air humide. Je ne pouvais pas dire si c'était de la peinture ou autre chose. La silhouette ne portait pas le masque. Elle le tenait juste, le collant contre la vitre comme un signal. J'ai dit qu'on devrait se déplacer dans la pièce du fond. On pourrait bloquer la porte avec le cadre du lit. Attendre jusqu'au matin si nécessaire. Mason a juste secoué la tête. Ils sont déjà derrière, a-t-il dit. J'en ai vu un par la fenêtre de derrière. Ma peau s'est hérissée. Je suis retourné seul. La fenêtre était toujours verrouillée, comme avant. Mais cette fois, il y avait des empreintes boueuses sur le sol. Petits pieds nus. Immobiles. Juste là. Tournés vers le miroir. On n'était pas seul. On ne l'avait jamais été. J'ai couru en arrière, j'ai dit à tout le monde de prendre ce qu'il pouvait. Laissez le feu brûler, ai-je dit. Faites comme si on était encore là. On s'est glissé par l'arrière, passé les arbres, prenant le long chemin autour du sentier. C'était rude, mais on ne s'est pas arrêté. On n'a pas regardé en arrière. Quand on a atteint la route, c'était comme si on perçait une surface. Un pick-up est passé peut-être 40 minutes plus tard. Un vieux avec une barbe et un gros manteau. Il s'est arrêté sans hésiter. On n'est pas retourné. Même pas en plein jour. Histoire 4. La fête des moissons. J'avais 16 ans quand Halloween est tombé un dimanche et que l'église juste à l'extérieur de Farage a décidé d'organiser ce qu'ils appelaient une « alternative de la moisson ». En gros, leur manière de laisser les enfants fêter Halloween sans vraiment l'appeler Halloween. Je n'avais pas vraiment envie d'y aller. J'avais déjà dépassé l'âge pour la plupart des trucs amusants, et traîner dans la salle des fêtes de l'église avec des tables pliantes et des citrouilles en plastique n'était pas exactement en haut de ma liste. Mais ma cousine K avait d'autres plans. Elle est arrivée chez nous en mode pionnière complète, bonnet, tablier, une sorte de longue robe brune qui semblait tout droit sortie d'une école à classe unique. Elle m'a lancé ce regard, celui qui disait que si je me défilais, j'étais officiellement la pire personne de la famille. Alors j'ai cédé. J'ai enfilé un jean et un sweat orange et j'ai dit aux gens que j'étais un tas de feuilles. C'était le déguisement le plus paresseux qu'on puisse imaginer, mais j'ai tenu le coup, surtout pour moi-même. L'église se trouvait au bord d'un creux où la terre s'inclinait vers un champ parsemé avant de laisser place à une forêt épaisse. C'était tout chemin de gravier et cabanes dispersées par là-bas. Des familles enfouies loin dans les arbres où les boîtes aux lettres penchaient et où les lumières des porches étaient les seuls signes de vie la nuit. Ce genre de calme où on entend le gravier crisser sous les pneus à 1,5 km. Certains des plus jeunes enfants étaient allés plus tôt dans l'un de ces chemins de gravier pour faire la tournée des bonbons dans une maison qui distribuait toujours des barres chocolatées grandeur nature. Apparemment, le gars qui y vivait était un ancien professeur de musique qui avait une passion pour la générosité démesurée une fois par an. C'était à peu près la seule maison dans le coin où les gens se donnaient encore la peine de frapper. Vers 20 h, alors que les choses commençaient à se calmer, Cora s'est rendu compte qu'elle avait perdu son téléphone quelque part près des bottes de foin et m'a demandé de l'aider à chercher. Je n'avais pas vraiment envie. Mes doigts gelaient déjà et le cidre était devenu froid, mais j'ai pris une lampe torche dans la salle des fêtes et je l'ai suivi derrière l'église. C'était presque vide à ce moment-là. Le parking avait encore quelques voitures, mais la foule s'était dispersée rapidement une fois que les petits étaient fatigués. Le champ derrière l'église était calme, juste quelques gobelets en papier et des emballages de bonbons qui volaient dans l'herbe. Personne d'autre n'était dehors. On a vérifié autour des bottes de foin en premier. Rien. Cora a pensé qu'il avait peut-être glissé de sa poche pendant la marche plus tôt,
Alors elle a pointé vers le gravier où il se courbait dans les arbres et a dit « Allons juste vérifier un peu par là ». J'ai hésité, non pas parce que j'avais peur, mais à cause de la manière dont les arbres avalaient la route. Pourtant, j'ai dit « Ok ». On pouvait encore entendre la musique faible venant des haut-parleurs de l'église, et la lueur des lumières du parking filtrait à travers les branches derrière nous. Ça ne semblait pas trop loin de la sécurité. On a marché quelques centaines de pieds avant de s'arrêter. Le gravier crissait sous nos bottes à chaque pas, bruyant dans le silence. Je lui ai dit d'essayer de l'appeler depuis mon téléphone. Pendant qu'elle fouillait dans son manteau, j'ai remarqué quelque chose dans les bois, juste à côté de la route, peut-être à 20 ou 30 pieds. Au début, j'ai cru que c'était une décoration que quelqu'un avait oubliée. Une silhouette raide et grande, debout complètement immobile entre les arbres. La lampe torche a éclairé quelque chose de blanc près du visage. Ça aurait pu être un masque. Ça aurait pu être juste la manière dont la lumière a accroché un morceau de tissu, mais ça ressemblait à une personne. Mince. Droite. Observant. J'ai poussé Cora du coude. Tu vois ça? Elle a suivi mon regard, plissé les yeux un peu, puis froncé les sourcils. Ça n'était pas là avant. Ça ne bougeait pas. Juste debout là. J'ai appelé. Juste un « hello » rapide. Rien de courageux, plus un réflexe qu'autre chose. La chose a bougé, un pas sur le côté derrière un arbre. On n'a pas attendu. Cora a chuchoté « rentrons juste ». Et j'étais déjà en train de faire demi-tour. On a marché vite, pas en courant, mais définitivement plus en flânant. Mon cœur battait de manière sourde et échoante, et le crissement du gravier sous nos pieds semblait soudainement trop bruyant. Aucun de nous n'a dit un mot jusqu'à ce qu'on voit le bord du parking apparaître. On s'est retourné et on a regardé une fois. Rien. De retour à l'intérieur, Cora a vérifié son manteau et, bien sûr, a retrouvé le téléphone dans la doublure. Typique. Je n'avais même pas l'énergie d'être agacé. Juste content d'être de retour sous les néons avec des gens à proximité. On est resté un peu plus longtemps. Certains parents étaient venus chercher les enfants. Quelques tout petits dormaient sur les genoux de leur mère. Tout semblait normal à nouveau. Presque comme si ce qu'on avait vu n'avait pas d'importance. Puis l'un des gars du groupe de jeunes, Tané je crois, est venu et a dit qu'un groupe partait vers l'ancien parking de bus pour jouer à la balise avec des lampes torchées. Le visage de Cora s'est illuminé. Elle adorait ce genre de truc. J'ai roulé des yeux et je suis monté à l'arrière d'un pick-up avec elle et 5 autres. Le parking de bus n'était pas loin, peut-être à 1,5 km sur le même chemin de gravier qu'on avait emprunté plus tôt. Juste un large espace de stationnement entouré de mauvaises herbes et de clôtures brisées où le comptait garer autrefois les bus scolaires avant de construire le nouveau dépôt. Il restait encore 3 vieux bus rouillés là-bas, à moitié enfoncés dans le sol, leurs pneus enterrés et leurs fenêtres brisées. Tout le monde s'est dispersé avec leur téléphone et leurs lampes torchées. Je suis resté près de Cora. L'endroit me donnait la chair de poule même en temps normal. Cette nuit-là, avec des faisceaux de lumière balayant les hautes herbes et des ombres dansant entre les cadres de métal rouillés, ça avait l'air qu'on avait erré sur le territoire de quelqu'un d'autre. Le jeu n'a pas duré longtemps. J'étais passé derrière l'un des bus quand je l'ai entendu. Mon nom. Pas crier. Pas hurler. Chuchoter. Étirer, comme quelqu'un essayant de sembler ludique ou séducteur, ou les deux. Ce n'était pas Cora. Je me suis retourné avec ma lampe torche. Rien. Au début, j'ai cru que quelqu'un me faisait une blague, caché dans les herbes, essayant de me faire peur. Puis je l'ai entendu à nouveau. Mon nom, lent et soigné, suivi quelques secondes plus tard par « Cora ». Même ton. Même rythme étrange et mesuré, comme quelqu'un le répétant de mémoire, mais mal. Ça sonnait faux, pas robotique exactement, juste répété, comme quelqu'un essayant d'apprendre à parler et n'y arrivant pas tout à fait. J'ai couru vers le groupe. Tout le monde m'a regardé comme si je surréagissais. J'ai demandé si quelqu'un avait appelé nos noms. Ils ont tous dit non. Cora était toujours sur le haillon, balançant ses pieds et sirotant du Sprite dans un gobelet en plastique. Je lui ai dit ce que j'avais entendu. Son expression a changé immédiatement, les yeux écarquillés, la bouche serrée en une fine ligne. Puis elle a dit « Tu te souviens de la silhouette ?» Ça a suffi. On est parti. Personne n'a même discuté. On s'est entassé dans le pick-up et on n'a pas attendu pour compter les têtes.
De retour à l'église, on est allé directement voir le pasteur Malcolm. On n'a même pas eu le temps de raconter toute l'histoire qu'il nous a interrompu et nous a demandé si on avait vu quelqu'un avec un masque blanc près des bois. Apparemment, plus tôt dans la soirée, une petite fille avait dit à sa mère qu'un homme fantôme grand l'avait suivi jusqu'aux toilettes portatives et avait chuchoté son nom d'une voix de robot. Tout le monde avait pensé qu'elle inventait jusqu'à ce que la mère aille derrière les toilettes et trouve des empreintes de pas dans la terre. Grosse. Pas de la taille d'un enfant. Ce fut la fin de la soirée. Les gens sont partis en groupe. Les parents ont récupéré leurs enfants. On n'a jamais su qui ou quoi c'était. L'église n'a plus jamais organisé d'événements pour Halloween après ça. Histoire 5. La fête des moissons, suite. L'église se trouvait au bord d'un creux, là où la terre s'inclinait vers un champ parsemé avant de céder la place à une forêt épaisse. C'était tout chemin de gravier et cabanes dispersées, des familles enfouies si loin dans les arbres que les boîtes aux lettres penchaient et que les lumières des porches étaient les seuls signes de vie la nuit. Ce genre de calme où on entend le gravier crisser sous les pneus à 1,5 km. Certains des plus jeunes enfants étaient allés plus tôt dans l'un de ces chemins de gravier pour faire la tournée des bonbons dans une maison qui distribuait toujours des barres chocolatées grandeur nature. Apparemment, le gars qui y vivait était un ancien professeur de musique qui avait une passion pour la générosité démesurée une fois par an. C'était à peu près la seule maison dans le coin où les gens se donnaient encore la peine de frapper. Vers 20 h, alors que les choses commençaient à se calmer, Cora s'est rendu compte qu'elle avait perdu son téléphone quelque part près des bottes de foin et m'a demandé de l'aider à chercher. Je n'avais pas vraiment envie. Mes doigts gelaient déjà et le cidre était devenu froid, mais j'ai pris une lampe torche dans la salle des fêtes et je l'ai suivi derrière l'église. C'était presque vide à ce moment-là. Le parking avait encore quelques voitures, mais la foule s'était dispersée rapidement une fois que les petits étaient fatigués. Le champ derrière l'église était calme, juste quelques gobelets en papier et des emballages de bonbons qui volaient dans l'herbe. Personne d'autre n'était dehors. On a vérifié autour des bottes de foin en premier. Rien. Cora a pensé qu'il avait peut-être glissé de sa poche pendant la marche plus tôt, alors elle a pointé vers le gravier où il se courbait dans les arbres et a dit « Allons juste vérifier un peu par là ». J'ai hésité, non pas parce que j'avais peur, mais à cause de la manière dont les arbres avalaient la route. Pourtant, j'ai dit « Ok ». On pouvait encore entendre la musique faible venant des haut-parleurs de l'église, et la lueur des lumières du parking filtrait à travers les branches derrière nous. Ça ne semblait pas trop loin de la sécurité. On a marché quelques centaines de pieds avant de s'arrêter. Le gravier crissait sous nos bottes à chaque pas, bruyant dans le silence. Je lui ai dit d'essayer de l'appeler depuis mon téléphone. Pendant qu'elle fouillait dans son manteau, j'ai remarqué quelque chose dans les bois, juste à côté de la route, peut-être à 20 ou 30 pieds. Au début, j'ai cru que c'était une décoration que quelqu'un avait oubliée. Une silhouette raide et grande, debout complètement immobile entre les arbres. La lampe torche a éclairé quelque chose de blanc près du visage. Ça aurait pu être un masque. Ça aurait pu être juste la manière dont la lumière a accroché un morceau de tissu, mais ça ressemblait à une personne. Mince. Droite. Observant. J'ai poussé Cora du coude. Tu vois ça? Elle a suivi mon regard, plissé les yeux un peu, puis froncé les sourcils. Ça n'était pas là avant. Ça ne bougeait pas. Juste debout là. J'ai appelé. Juste un « hello » rapide. Rien de courageux, plus un réflexe qu'autre chose. La chose a bougé, un pas sur le côté derrière un arbre. On n'a pas attendu. Cora a chuchoté, rentrons juste. Et j'étais déjà en train de faire demi-tour. On a marché vite, pas en courant, mais définitivement plus en flânant. Mon cœur battait de manière sourde et échoante, et le crissement du gravier sous nos pieds semblait soudainement trop bruyant. Aucun de nous n'a dit un mot jusqu'à ce qu'on voit le bord du parking apparaître. On s'est retourné et on a regardé une fois. Rien. De retour à l'intérieur, Cora a vérifié son manteau et, bien sûr, a retrouvé le téléphone dans la doublure. Typique. Je n'avais même pas l'énergie d'être agacé. Juste content d'être de retour sous les néons avec des gens à proximité. On est resté un peu plus longtemps. Certains parents étaient venus chercher les enfants. Quelques tout petits dormaient sur les genoux de leur mère. Tout semblait normal à nouveau. Presque comme si ce qu'on avait vu n'avait pas d'importance. Puis l'un des gars du groupe de jeunes, Tané je crois, est venu et a dit qu'un groupe partait vers l'ancien parking de bus pour jouer à la balise avec des lampes torchées.
Le visage de Cora s'est illuminé. Elle adorait ce genre de truc. J'ai roulé des yeux et je suis monté à l'arrière d'un pick-up avec elle et 5 autres. Le parking de bus n'était pas loin, peut-être à 1,5 km sur le même chemin de gravier qu'on avait emprunté plus tôt. Juste un large espace de stationnement entouré de mauvaises herbes et de clôtures brisées où le comptait garer autrefois les bus scolaires avant de construire le nouveau dépôt. Il restait encore 3 vieux bus rouillés là-bas, à moitié enfoncés dans le sol, leurs pneus enterrés et leurs fenêtres brisées. Tout le monde s'est dispersé avec leur téléphone et leurs lampes torchées. Je suis resté près de Cora. L'endroit me donnait la chair de poule même en temps normal. Cette nuit-là, avec des faisceaux de lumière balayant les hautes herbes et des ombres dansant entre les cadres de métal rouillés, ça avait l'air qu'on avait erré sur le territoire de quelqu'un d'autre. Le jeu n'a pas duré longtemps. J'étais passé derrière l'un des bus quand je l'ai entendu. Mon nom. Pas crier. Pas hurler. Chuchoter. Étirer, comme quelqu'un essayant de sembler ludique ou séducteur, ou les deux. Ce n'était pas Cora. Je me suis retourné avec ma lampe torche. Rien. Au début, j'ai cru que quelqu'un me faisait une blague, caché dans les herbes, essayant de me faire peur. Puis je l'ai entendu à nouveau. Mon nom, lent et soigné, suivi quelques secondes plus tard par « Cora ». Même ton. Même rythme étrange et mesuré, comme quelqu'un le répétant de mémoire, mais mal. Ça sonnait faux, pas robotique exactement, juste répété, comme quelqu'un essayant d'apprendre à parler et n'y arrivant pas tout à fait. J'ai couru vers le groupe. Tout le monde m'a regardé comme si je surréagissais. J'ai demandé si quelqu'un avait appelé nos noms. Ils ont tous dit non. Cora était toujours sur le haillon, balançant ses pieds et sirotant du Sprite dans un gobelet en plastique. Je lui ai dit ce que j'avais entendu. Son expression a changé immédiatement, les yeux écarquillés, la bouche serrée en une fine ligne. Puis elle a dit « Tu te souviens de la silhouette ?» Ça a suffi. On est parti. Personne n'a même discuté. On s'est entassé dans le pick-up et on n'a pas attendu pour compter les têtes. De retour à l'église, on est allé directement voir le pasteur Malcolm. On n'a même pas eu le temps de raconter toute l'histoire qu'il nous a interrompu et nous a demandé si on avait vu quelqu'un avec un masque blanc près des bois. Apparemment, plus tôt dans la soirée, une petite fille avait dit à sa mère qu'un homme fantôme grand l'avait suivi jusqu'aux toilettes portatives et avait chuchoté son nom d'une voix de robot. Tout le monde avait pensé qu'elle inventait jusqu'à ce que la mère aille derrière les toilettes et trouve des empreintes de pas dans la terre. Grosse. Pas de la taille d'un enfant. Ce fut la fin de la soirée. Les gens sont partis en groupe. Les parents ont récupéré leurs enfants. On n'a jamais su qui ou quoi c'était. L'église n'a plus jamais organisé d'événements pour Halloween après ça. Histoire 6. La fête d'Halloween à l'église de Pinoloo. La foire d'Halloween à l'église de Pinoloo était l'un de ces événements de petite ville qui ne changeait jamais. Chaque année, les mêmes panneaux faits main étaient accrochés le long de la route 37. Tante Maureen y était bénévole depuis aussi longtemps que je me souvienne. Donc, par défaut, ma cousine Leia et moi faisions partie de l'équipe de montage non officielle. On passait l'après-midi à coller des banderoles oranges au plafond du sous-sol et à démêler des guirlandes de chauves-souris en plastique que quelqu'un avait fourrées dans une boîte l'année précédente sans les emballer. Je ne pense pas que quelqu'un ait jamais vraiment remis en question pourquoi l'église organisait une si grande fête d'Halloween, surtout que le pasteur Ellsworth avait cette vibe floue de feu et de soufre les dimanches. Mais je suppose que même lui avait compris qu'il valait mieux avoir les enfants qui jouent à pêcher des pommes sous l'œil de l'église plutôt que de les voir se mettre dans le pétrin ailleurs. Cette année-là, Halloween tombait un vendredi, et l'affluence était énorme. Je me souviens que tout l'endroit bourdonnait. Des parents en costume à moitié convaincants, des tout-petits en pyjama citrouille, des ados faisant semblant de ne pas s'amuser. Leia et moi avions tenu le stand de lancer de bonbons pendant environ 2 heures avant de finalement nous éclipser. Ma main était collante d'avoir déballé trop de mini Tootsie Rolls. Les bancs avaient tous été poussés contre les murs, et la scène de la chorale avait été transformée en théâtre de marionnettes avec un Dracula en chaussettes tristes qui ne cessait de tomber. L'air sentait le maïs soufflé, le vieux bois, et une touche de ces masques en caoutchouc d'Halloween qui deviennent moites dès que tu les mets. Ce n'était pas glamour, mais ça semblait sûr, familier, presque amusant. Je mâchouillais un morceau de réglisse rassis quand tante Maureen est soudainement venue vers l'endroit où on se tenait près des porte-manteaux. Elle avait l'air d'être encore en plein costume peinture verte sur le visage, cape noire scintillante, faux verru et tout, mais son expression n'avait rien de la playfulness habituelle.
Elle s'est penchée et a chuchoté quelque chose à Leia, trop bas pour que je l'entende, puis s'est accroupie devant moi. « Reste dans le sous-sol », a-t-elle dit. Sa voix était calme, mais ferme d'une manière qui m'a fait l'estomac se nouer. « Peu importe ce que tu entends, n'ouvre la porte à personne à moins que ce soit moi qui vienne. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ? Pourquoi ?» Elle n'a pas répondu. Juste s'est relevée et a lancé un regard à Leia qui signifiait clairement « par maintenant ». Ça a suffi. Leia m'a attrapé la main, m'a tiré vers l'escalier de service, et m'a conduit directement dans la pièce de stockage cachée derrière la chaudière. C'était un petit espace étroit avec des étagères métalliques et des boîtes mal assorties étiquetées avec du ruban adhésif. Il y avait une fenêtre, petite et rectangulaire, trop haute pour voir dehors et à moitié couverte de toiles d'araignée. Sans un mot, elle a éteint la lumière, attrapé le grand classeur près du mur, et l'a poussé à travers le sol jusqu'à ce qu'il bloque la porte. Les pieds ont grincé sur le béton, mais Leia n'a pas bronché. Elle s'est juste assise, jambes croisées, et a allumé la lampe torche qu'elle avait sortie de la poche de son sweat. Je me suis assis à côté d'elle, sans rien dire. Leia avait 3 ans de plus que moi et avait toujours été celle qui faisait des blagues ou parlait gros. La voir silencieuse et tendue m'a fait sentir plus froid que l'air du sous-sol. Elle m'a passé le bol de bonbons restant, qui contenait encore un tas de ces barres chocolatées bon marché et de gelée de fruits que personne ne voulait vraiment. J'ai déballé un chocolat juste pour avoir quelque chose à faire. Le bruit du papier qui froissait a résonné plus qu'il n'aurait dû. Et puis tout est devenu silencieux. Plus de rire. Plus de musique des haut-parleurs à l'étage. Juste le silence. Après 1 minute ou 2, j'ai demandé « Pourquoi on est ici ?» Elle n'a pas répondu. J'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. On avait l'impression d'attendre là depuis une éternité quand on a finalement entendu le verrou de la porte du sous-sol se fermer. Pas un claquement. Juste un clic doux, délibéré. Et puis plus rien. Le silence après ça a été différent. Plus lourd. J'ai commencé à compter les secondes dans ma tête juste pour avoir quelque chose sur quoi me concentrer. Et puis quelque chose a bougé à l'étage. Des pas. Mais pas comme avant. Pas de course rapide ou de piétinement. Cela était lent. Précautionneux. Juste le tude occasionnel, comme quelqu'un marchant pieds nus sur du bois, essayant de ne pas être entendu. Pas de voix. Pas de rire. Juste ces pas silencieux et délibérés. Mon corps entier s'est tendu. Je pouvais le sentir dans mes bras, mes jambes, même à l'arrière de ma mâchoire. Leia n'a pas bougé, gardant la lampe torche dirigée vers le sol entre nous. Puis les pas ont atteint le haut de l'escalier du sous-sol. Chaque pas était trop doux pour être quelqu'un en bottes, mais trop lourd pour être un enfant. Juste ce drôle de milieu où ton cerveau essaie de faire correspondre ça à quelqu'un de normal, mais n'y arrive pas. Ils se sont arrêtés devant la porte de la pièce de stockage. Je n'ai pas osé respirer. Puis quelque chose a poussé contre le classeur. Légèrement. Pas assez pour le déplacer, juste assez pour faire grincer le métal. Puis 3 coups. Pas fort. Pas violent. Mais chaque coup a fait trembler un peu le classeur. Et puis une voix calme. Vous avez laissé la porte ouverte. C'est tout. 5 mots. Je ne l'ai pas reconnu. Ce n'était pas Maureen. Ce n'était personne que j'avais entendu à la foire. Et ce n'était pas une question. C'était une déclaration. Comme si ça savait qu'on était là. Comme si ça nous avait déjà observés. Leia a attrapé ma main et sa prise était dure. Ses doigts s'enfonçaient dans mes articulations. Je ne pouvais pas dire si c'était moi qui tremblais ou elle. La chose ou la personne ou quoi que ce soit n'a pas essayé d'ouvrir la porte. Elle est juste restée là assez longtemps pour que mes jambes commencent à me faire mal à cause de la façon dont j'étais assis. Et puis finalement, elle est partie. Remontée à l'étage. Même rythme lent. Même cadence. Quand les pas se sont arrêtés, le silence est revenu. Ce même silence oppressant et pesant. Aucun de nous n'a dit un mot. On n'a pas bougé. On est juste resté assis là, attendant que quelque chose d'autre se produise. 1 heure a passé. Peut-être plus. Je ne pouvais pas vérifier l'heure. Je savais juste que chaque fois que je pensais que c'était sûr, je me souvenais de la façon dont cette voix avait sonné, comme si elle avait attendu qu'on parle. Finalement, on a entendu le verrou du sous-sol s'ouvrir à nouveau. Et cette fois, un coup. Leia s'est levée,
a poussé le classeur de côté lentement, et a ouvert la porte. Tante Maureen se tenait là. Son visage avait l'air pâle et épuisé, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. La peinture verte sur son visage avait coulé le long d'une joue, et son chapeau de sorcière avait disparu. « Allez » a-t-elle dit. « On y va. Ne dites rien pour l'instant. » On l'a suivie à l'étage. L'église était vide. Les décorations pendaient toujours, les bonbons étaient toujours là, mais l'énergie avait disparu. Quelques chaises étaient renversées. Une des longues tables pliantes près du bol de punch était cassée net au milieu. Personne d'autre n'était là. Pas une seule personne. À la maison, après avoir verrouillé chaque porte et tiré chaque rideau, Maureen nous a finalement fait asseoir dans la cuisine et a expliqué. « Il est revenu » a-t-elle dit. J'ai demandé qui. Elle a hésité, puis a dit « Quelqu'un qui n'est pas censé être ici ». Elle nous a dit qu'il apparaît tous les quelques années. Toujours à Halloween. Toujours dans les collines. Personne ne l'a jamais vu arriver. Il entre juste dans les bâtiments, dans les maisons, dans les endroits où les gens sont censés être en sécurité. Il ne parle pas, a-t-elle dit. Sauf s'il y a un enfant qui écoute. J'ai demandé ce qui serait arrivé si on avait ouvert la porte. Elle m'a juste regardé. Elle n'avait pas besoin de répondre. Après ça, elle ne nous a plus jamais laissé retourner à la foire d'Halloween. On est resté à la maison chaque 31 octobre, on a gardé les lumières allumées. On a fait semblant que c'était juste une autre nuit. Histoire 7. La visite inattendue. Ma nièce me suppliait depuis des semaines de venir pour Halloween. Elle fêtait ses 6 ans cette année-là et s'était mis en tête que la tournée des bonbons dans les montagnes serait extra magique. Ses mots, pas les miens. Ma sœur, Lorna, avait déménagé dans une petite ville appelée Elbridge environ 4 ans plus tôt. C'est niché profondément dans les Allagash. Je me suis dit, pourquoi pas? Je pouvais faire le trajet depuis Charleston, passer le week-end, distribuer des bonbons, peut-être même aider à réparer la rambarde branlante de son Porsche arrière comme je le promettais depuis des mois. Ça avait l'air calme, ce dont j'avais besoin. Je venais de traverser un trimestre difficile au travail, et l'idée de m'échapper quelque part sans tour de téléphone était plus attrayante que ça n'aurait dû l'être. Elbridge avait ce charme figé dans le temps. Un seul panneau stop à l'intersection principale, un bureau de poste qui était essentiellement une cabane en bois, et un dîner qui fermait à 17h pile. Pas de magasin de chaîne. Pas de feu de circulation. Les gens là-bas te faisaient encore signe depuis leur Porsche, mais avec ce regard prudent et mesuré, comme s'ils n'étaient pas tout à fait sûrs de ce qu'ils devaient penser d'un nouveau. Pourtant, ils étaient assez amicaux, juste prudents. On pouvait dire qui vivait là à plein temps et qui ne l'était pas à la façon dont ils disaient bonjour. Cet après-midi-là, les enfants ont commencé à sortir des maisons déguisées en épouvantail, citrouilles et sorcières. Il n'y en avait pas beaucoup, peut-être une couple de douzaines en tout, mais ils avaient des costumes cousus main et des seaux déjà à moitié pleins de bonbons de voisins qui préparaient clairement ça depuis des semaines. Quelqu'un avait bricolé un chariot de foin derrière un pick-up et faisait des tours lents sur les routes de gravier, offrant aux enfants une balade entre les maisons les plus éloignées. Lorna et moi avions installé une table pliante devant le poste de pompier, en réalité juste un garage d'une pièce avec de la peinture rouge écaillée et une sirène cassée sur le toit où on distribuait des gobelets de cidre chaud et des beignets maison. Lorna avait passé la nuit précédente à enfrir. Reine, ma nièce, portait un costume de chauve-souris avec de petites ailes en feutre raide et des crocs en plastique qui la faisaient baver quand elle parlait. Elle était surexcitée, courant entre le chariot de foin et notre table comme si elle s'entraînait pour un marathon alimenté au sucre. C'était plus sympa que je ne l'avais imaginé, honnêtement. Pas de grande maison hantée ou de décoration tape à accent grave-l'œil, juste quelque chose de chaleureux et d'authentique. On pouvait dire que toute la ville avait mis la main à la pâte. Même les ados du lycée étaient restés pour aider à balayer le foin après. Vers 21h, la plupart des petits étaient rentrés. Le chariot a fait son dernier tour et s'est garé près de l'église de l'autre côté de la route. Quelques ados plus âgés sont restés pour nous aider à plier les tables et empiler les chaises dans le poste. C'est à ce moment-là qu'un homme s'est approché de moi. Je ne l'avais pas vu plus tôt. Il ne ressemblait pas à un local. Ses vêtements étaient propres, mais mal assortis, et il avait de longs cheveux gris blonds attachés en un nœud lâche. Son visage était buriné, comme quelqu'un qui avait passé trop d'hiver dehors. Il ne souriait pas. Il ne s'est pas présenté, m'a juste regardé une seconde, puis a demandé « Tu restes chez Lorna ?»
J'ai dit, ouais. Surpris qu'il sache qui j'étais. Il a hoché la tête vers les arbres derrière l'église et a dit, très calmement, si tu entends frapper cette nuit, n'ouvre pas la porte. Et c'est tout. Pas de suite. Pas de clin d'œil pour dire qu'il plaisantait. Il s'est juste retourné et a traversé le gravier, disparaissant dans les arbres comme s'il se dirigeait vers un endroit qu'il connaissait bien. Je suis resté là un moment, attendant que quelqu'un rigole ou dise qu'il me faisait marcher, mais rien. Quand j'ai demandé à Lorna qui c'était, elle a dit qu'elle ne l'avait jamais vu. Et là-bas, c'est rare. On remarque les nouveaux visages, mais elle a juste secoué la tête et dit, probablement quelqu'un de passage. On est rentré chez elle vers 22h30. Sa cabane est blottie tout au fond d'une route appelée Calvert Run, l'un de ces chemins de gravier à peine tracés, où les arbres envahissent les bas-côtés et les branches raclent les vitres si on ne fait pas attention. Sa maison se trouve près de la fin, perchée sur une crête au-dessus d'un épais bosquet. On voit deux autres maisons à travers les arbres, mais elles étaient sombres et silencieuses cette nuit-là. L'endroit est petit, juste 2 chambres et une cuisine étroite qui donne sur le salon. J'ai proposé de prendre le canapé puisque Ren avait la 2e chambre. Lorna m'a montré où étaient les couvertures, a donné un biscuit à Max le chien, et a dit bonne nuit. Elle avait l'air fatiguée, pas inquiète. Je suis resté éveillé un moment, à moitié en train de regarder des vidéos sur mon téléphone, à siroter le reste du cidre. Le feu dans le poêle à bois s'était réduit, juste assez pour luire. Max s'est roulé en boule près de mes pieds, remuant occasionnellement dans son sommeil. Vers minuit, je l'ai entendu. 3 coups sourds à la porte de derrière. Ce n'était pas fort, mais c'était inconfondable. 3 coups espacés, lents et mesurés, comme si quelqu'un se tenait là, attendant que je réponde. Je n'ai pas bougé tout de suite, juste resté assis, à écouter. Ma première pensée a été que peut-être un voisin avait besoin de quelque chose. Peut-être que le chien de quelqu'un s'était échappé ou qu'une voiture était en panne. Puis ça a recommencé. Même schéma. 3 coups. Délibéré. Je me suis levé, faisant attention à ne pas marcher sur la queue de Max, et me suis dirigé vers la cuisine. Cette porte de derrière donnait sur un petit palier avec un escalier en béton toujours glissant de mousse. Personne ne l'utilisait à moins d'y être obligé. J'ai allumé l'interrupteur, mais rien ne s'est passé. La lumière extérieure ne s'est pas allumée. J'ai collé mon visage à la vitre. Rien. Les bois étaient noirs comme de l'encre au-delà de la rambarde. Pas de mouvement. Pas de son. J'ai verrouillé le verrou, m'assurant que la poignée était bien tournée, et suis retourné sur le canapé. Ma peau commençait à me picoter un peu, mais je me suis dit que c'était peut-être le vent ou un animal qui frottait contre la moustiquaire. À minuit 30, ça a recommencé, cette fois depuis la porte d'entrée. Pas des coups cette fois. Un grattement. Long, lent, comme des ongles ou des griffes traînées sur le bois. Puis le silence. Puis 3 coups secs. Max était déjà debout cette fois, raide sous la table basse, les oreilles plaquées et la queue basse. Il n'aboyait pas. Il était juste tendu. Figé. Je me suis placé près de la fenêtre et j'ai regardé dehors. Le porche était vide. Puis un coup est venu sur le mur latéral. Puis un autre sur la fenêtre de la cuisine. Puis un autre depuis la porte de la cave, située sous le plancher près de la buanderie. Je n'ai pas réveillé Lorna. Je me suis répété que c'était probablement un ado qui faisait une blague bizarre. Mais au fond, ça ne ressemblait pas à ça. Personne n'aurait fait le tour de la maison comme ça sans déclencher les lumières de détection, si elles fonctionnaient, et personne n'a fait de bruit. Pas de pas. Pas de craquement de feuilles. Juste des coups. Ça s'est arrêté vers 2h40. Je n'ai pas dormi. Je suis juste resté assis dans la cuisine, tenant un marteau que j'avais sorti du tiroir près du frigo, essayant d'écouter au-delà du son de ma propre respiration. Max est resté collé à ma jambe. À 3h20, quelque chose a tapé à la fenêtre derrière moi. Je me suis retourné d'un coup. Il y avait un visage pressé contre la vitre. Il ressemblait à un humain, mais pas tout à fait. Les proportions étaient fausses. Le front était trop haut, les yeux trop écartés. La mâchoire était longue et étroite, presque canine. La peau était grise, pas à cause des ombres, mais vraiment grise, avec une sorte d'aspect cireux et translucide comme de la vieille cire de bougie. Et la bouche, elle n'avait pas la bonne forme. Elle pendait juste là, comme si elle attendait d'apprendre à bouger. Ça ne clignait pas des yeux.
Ça ne bougeait pas du tout. Ça me fixait juste. Je suis resté là, sans respirer. Puis derrière moi, Lorna a allumé la lumière du couloir et le visage a disparu, comme s'il n'avait jamais été là. Le shérif du comté n'est venu que le matin. Ils ont dit que c'était probablement un intrus, peut-être un ivre. Qu'il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune empreinte, rien de volé. Ils nous ont dit, si ça se reproduit, essayez de documenter, comme si c'était quelque chose d'ordinaire. Plus tard ce matin-là, j'ai raconté l'histoire à un voisin, un homme nommé Arlin, qui vivait à 2 crêtes de là depuis près de 60 ans. Il n'a pas eu l'air surpris. Il n'a pas posé de questions. Juste hoché la tête lentement et dit, ça arrive certaines années. Surtout à Halloween. Ne réponds pas à la porte, peu importe ce qu'on te dit. C'est cette dernière phrase qui m'est restée, peu importe ce qu'on te dit. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Je suis parti cet après-midi-là. Je ne suis jamais revenu pour Halloween depuis.